Bienvenue tout le monde. Ça semble que malgré la pluie, la poutine est un plat et un sujet rassembleur. On va plonger là-dedans, gentiment. Moi, je me présente brièvement. Mon nom est David Santos. Je suis ancien collègue et ancien ami de... C'est quoi ton nom? De Geneviève. Et on a partagé plusieurs bons moments à discuter toutes sortes de choses, entre autres la représentation de l'aliment dans plusieurs modalités. Donc, c'est un vrai plaisir d'être ici sur le divan et de vous parler et de poser quelques questions, juste 4. J'en avais 8, mais on a décidé de réduire le nombre. J'ai dit un instant. Oui. Donc, on va plonger là-dedans. Donc, au fil des ans, la poutine a été médiatisée de plusieurs façons. Il y a beaucoup d'informations dans le médiasphère sur la poutine, dans des livres, des films, des récits, des poèmes, des pièces de théâtre, des chansons même. Donc, en quoi ce livre est-il différent des autres récits sur le sujet? Ou qu'est-ce que tu voulais dire qui n'était pas encore dit dans tous ces médias autour de la poutine? Oui, mais comme Guy l'a dit d'entrée de jeu, ça n'est pas un livre de recettes. Il n'y a aucune recette dans mon livre et j'y tenais. Il n'y a pas de photo non plus. Donc, on est dans un univers qui est celui, comme tu le disais, de la réflexion sur les imaginaires ou les représentations de l'aliment, avec ici la poutine. Puis, ce qui m'a habité vraiment avec ce sujet, c'est un grand pourquoi. J'aime pas particulièrement la poutine. Je ne l'aimais pas du tout quand j'ai commencé cette recherche, puis même je n'en avais pas mangé très, très souvent, je vais confesser. Oui. Parce que moi, j'ai été abreuvée à la grande cuisine française. C'était ça, notre référent culturel. On n'en mangeait pas tous les jours, mais voilà, ça s'imposait comme une sorte de norme. La poutine, par rapport à ça, était quelque chose de vraiment négatif et vulgaire et... Voilà, insoutenable. Et donc, mais je me suis dit, mais je l'ai vu justement apparaître là, dans des films, des séries télé, des livres de recettes, des sites web, des restaurants. Maintenant, tout le monde fait sa poutine, des restaurants les plus gastronomiques aux cantines de bord de route. Il y a même un film qui va être produit par l'ONF l'an prochain. Alex pourra vous en parler s'il le souhaite. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette omniprésence d'un plat qui, pour moi, me semblait... et peut-être me semble encore, quand même très ordinaire, très banal. Qu'est-ce que ça veut dire que cette consécration? Puis, c'est pas tous les jours qu'on voit apparaître un nouveau plat emblématique, identitaire, national, dans une collectivité donnée. Puis je pense que c'est ça qu'on a vu qui se produire sous nos yeux dans les 30, 20, voire 10 dernières années. Donc, ce grand pourquoi. Oui. Mais tu sais que dans mes expériences d'enseigner le food studies en anglais aux étudiants anglophones, d'habitude anglophones, j'utilise souvent des textes sur la poutine ou des extraits de télévision, des reportages souvent américains, anglo-canadiens, qui traitent le sujet de manière très ludique, mais pas tellement respectueuse. Mais toi, tu l'as approché avec toutes tes capacités de prof de littérature, d'artiste, de research creationer, de pratiquant de recherche-création, d'élégance, de poésie. Comment as-tu pu faire ça avec un plat que tu n'aimais pas tellement au début, mais qui te fascinait quand même? Oui, bien, je pense qu'il s'agit de se mettre à l'écoute des représentations culturelles. Je trouve qu'elles ont quelque chose de très, très beau, ces représentations-là, dans toute leur modestie, dans tout leur caractère très populaire, très proche de la vie quotidienne. Voilà, c'est pas un plat qui appartient à la grande culture. On est dans la petite culture. Et puis, pendant longtemps, toutes ces modalités de la petite culture, elles étaient justement d'évaluer, et ça appartient de plein droit à l'histoire du Québec, qui est justement ce pays incertain. On a pu parler aussi de petite nation. En sciences politiques, c'est une expression qui vient décrire là, justement ces collectivités ou ces nations sans État et qui ont souvent une position minoritaire, périphérique et un rapport problématique à leur propre culture. Puis je pense qu'on a eu ça beaucoup par rapport à plein d'éléments de notre culture, mais aussi par rapport
singulièrement à notre culture culinaire. Et tout ce répertoire des plats qui sont dévalués comme les fèves-au-lard, puis la soupe aux pois, le ragoût de pâte et tout ça, mais ça en dit long sur cet autodénigrement. Et donc, pourquoi mon discours s'est peu à peu transformé dans quelque chose où je voulais rendre hommage et où je voulais voir la beauté là-dedans? Mais je pense que c'était pour me mettre à l'écoute de cette modestie, de cette beauté dans l'ordinaire, qui est vraiment quelque chose qui caractérise la collectivité québécoise, puis qu'on n'a peut-être pas assez valorisé. Bien, je pense que tu as très bien réussi là-dedans. Donc, l'une des grandes idées que tu partages à propos de la poutine, c'est que, excuse-moi, c'est un des rares plats qui est profondément ancré dans notre culture, mais qui est quand même principalement consommé à l'extérieur de la maison. Donc, ça, c'est inhabituel pour un plat aussi important à une identité culturelle, culinaire, nationale. Mais c'est aussi un aspect du plat qui est essentiel de notre relation à ce plat. Est-ce que tu peux en parler un peu de cette dichotomie un peu? Oui. On est dans le chapitre 2 et 3. Oui, on sème des idées pour que vous allez l'acheter plus tard. Dans ces chapitres-là, j'ai voulu, au fond, quitter la poutine à proprement parler et entrer dans l'histoire culinaire du Québec de plus longue durée, depuis les débuts de la colonie jusqu'à l'époque actuelle. Et là, je fais une espèce de récit qui est très rapide, certainement trop rapide, à la fois du statut de cette tradition culinaire qui a été longtemps très dévaluée, et puis du type de plat qui était privilégié. Et c'était toujours des plats de la cuisine domestique, c'était une cuisine de subsistance, très souvent caractérisée par des ressources agricoles, puis pas forcément, c'était pas une cuisine riche, donc on faisait avec ce qu'on avait. Et cette cuisine, elle témoignait aussi d'un ancrage donc dans la vie domestique, sur la terre. C'était une cuisine des femmes, c'était une cuisine de la longue durée qu'on mangeait autour de la table d'une manière collective. Et donc, ça parlait d'une forme sociale. Et puis, ayant fait ça, je me suis dit, mais la poutine, elle, comment elle intervient là-dedans? Puis comment elle reprend des éléments de cette tradition-là, mais elle les modifie aussi. Et c'est vraiment ce basculement qui, pour moi, est quelque chose de fondamental parce que ça nous explique en partie pourquoi elle s'impose autant. Oui, elle appartient d'une certaine manière où elle fait écho à une tradition de longue durée où on avait ces gros plats très roboratifs, puis on met ça sur la table et puis on pige dedans tous ensemble. Donc, quand on mange une poutine, on est en famille, en quelque sorte, on partage des fluides corporels, on va repiger avec la fourchette dans le même plat. Donc, il y a quelque chose qui est tout à fait unique dans cette convivialité, qui est une convivialité vraiment de proximité. Puis pourtant, en fait, on ne la mange pas dans un contexte agricole, sur la terre, en famille. On est au restaurant. Et puis, on est non seulement au restaurant, mais très souvent, on n'est pas en train de manger un vrai repas. Parce que la poutine, on la mange comme une belle collation un peu trop consistante, ou bien on la mange la nuit, ou bien après la journée en classe. Donc, il y a quelque chose là qui va aussi à l'encontre des règles très, très codifiées d'une alimentation qui serait pour la subsistance, parce que c'est vraiment un plaisir qu'on se donne, une gâterie. Et donc, elle a quelque chose là, ici, qui vient vraiment chercher la longue durée, mais qui la réinvente. Et puis, je pense qu'alors, elle réussit, à cause de ça, à parler de ce que nous sommes maintenant. Puis aussi, en réinterprétant le passé jusqu'à un certain point, et puis en le positivant. C'est comme si ce passé-là, qui a été longtemps, justement, dévalué, dénigré, bien là, soudain, il peut redevenir quelque chose qui est positif, et puis qu'on va redécouvrir avec plaisir, et soudain, on se met à valoriser. Voilà, le caractère rustique, les snack-bars de bord de route, tout ce qui nous ramène à cette simplicité des usages populaires qui longtemps était dévaluée puis qui là est revendiquée. Donc, elle a cette capacité à articuler des contraires. Je cite Lévi-Strauss au début du livre. Bon, la cuisine d'une société est un langage qui révèle ce qu'est une société, mais peut-être qu'en fait, ce qu'elle révèle surtout, c'est les contradictions de cette société. Et je trouve que dans ce basculement que la poutine permet, il y a quelque chose qui est, c'est peut-être pas des contradictions, mais en tout cas, c'est une tentative d'articuler ce qui peut être perçu comme des contradictions.
Ta réponse m'a fait penser au concept du third space, le troisième espace. C'est que la poutine est vraiment quelque chose qui est mangé dans ces espaces qui ne sont ni domestiques, ni professionnels, ni formalisés, mais peut-être un peu entre deux ou quelque chose comme ça. On va en parler plus tard pour la deuxième édition. Okay? Donc, moi, je suis, comme mon conjoint le sait un peu trop bien, grand amateur d'étymologie et de l'histoire des mots. L'histoire des langues, tout le côté linguistique des choses. Et donc, j'ai été absolument fasciné par le chapitre 1 mots, donc qui traite le sujet du nom de la poutine. 4. Chapitre 4. Donc, quelles sont tes connexions préférées liées à cette histoire, cette étymologie du mot poutine? Oui, le mot poutine. Ah, OK, ça a bougé. J'ai tous mes lecteurs ici autour qui connaissent bien le livre. Donc, en un mot, ce chapitre-là, oui, ça m'a intéressé. Puis c'est drôle parce que c'en est un que j'ai fait il y a longtemps et qui, peu à peu, a acquis une résonance nouvelle. Alors, la première chose que je dirais, c'est que oui, on croit tous que poutine et pudding, ben, c'est la même chose. Hein? Poutine serait une sorte de dérivé de pudding. Et si vous allez au 19e siècle dans les premiers dictionnaires un petit peu sérieux de la langue québécoise ou canadienne-française, les gens vont dire oui, c'est juste c'est un dérivé de pudding. Or, il n'en est rien. Donc ça, c'est ma grande découverte pour moi dans ce chapitre-là. Alors, je ne sais pas si vous voulez un petit peu d'étymologie. Oui. Le mot poutine vient d'un étymon qui est celui du pot. Donc, c'est pot. Et donc, une poutine, c'est quelque chose qui est cuit dans un pot, qui est mijoté et qui, très souvent, alors à cause de ça, va avoir une texture molle, pâteuse, comme une potée, comme un potage. Hein? OK. Pudding vient d'un autre étymon qui est en fait... c'est Botellus, c'est le boyau. Et c'est ce boyau qui va se transformer pour devenir, par exemple, boudin en français, puis qui va retransiter vers l'anglais pour faire éventuellement pudding. Mais là, on est cependant sur des terrains vraiment similaires au point de vue culinaire, parce que là aussi, c'est des textures pâteuses, cuites, à l'étouffée, qui vont faire quelque chose de très consistant. Puis au Québec, on est dans une situation de contact linguistique au 19e siècle, particulièrement entre l'anglais et le français. Et donc le pudding et poutine vont vraiment devenir comme des interchangeables, même si dans les faits, en fait, il y a deux sources. Et je trouvais que cette découverte-là que j'ai faite m'intéressait parce qu'elle traduit notre position, où on pense toujours que c'est l'anglais qui est en position surplombante, en quelque sorte. On pense toujours qu'on a été influencé puis qu'on n'aurait pas d'autonomie culturelle, en quelque sorte. Or, ici, poutine a son étymologie propre, et puis elle nous dit vraiment aussi ce qu'est une poutine quand on la mange, puis qu'elle n'a pas été, quand elle est faite depuis 15-20 minutes, hein, on est vraiment face à quelque chose qui est une cuisine du pot. Hein. Cela dit, peut-être une dernière chose à dire là-dessus, est-ce que quand on nomme la poutine, dans les années 50, quand le plat est créé, il y a quelqu'un qui va supposément la baptiser comme ça, une maudite poutine. Semble-t-il qu'un des créateurs aurait dit ça. « Hey, je vais te mélanger ça si tu veux, là, fromage en grains, sauce et puis frites, mais ça va te faire une maudite poutine. » Voilà, dans les récits historiques, c'est ça qui est la source la plus fiable. Est-ce que la personne à ce moment-là pense à la cuisine du pot? Non, c'est probablement quelque chose comme une giblotte, une bouillabaisse, un mélange infect. Et donc, on a déjà un terme qui, au moment où il est utilisé dans la nomination, il est au second degré, il est une sorte de métaphore comique. Et je trouve que ça parle bien du statut du plat, parce qu'on est toujours dans quelque chose qui est marqué par l'humour dans le domaine de la poutine. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire ressortir dans le livre, et j'ai essayé aussi parfois d'avoir une note légère, pour montrer que justement, dans ce caractère populaire du plat, l'aspect comique, ludique, drôlatique, il est là régulièrement. Puis donc, même dans le nom du plat, ça apparaît. Ouais, fantastique. Chapitre 5, tout le monde. Chapitre 5. OK, donc, dernière question de moi. Donc, tu sais que moi, je pense, dès que je l'ai lu dans la version 6B, je pense que ton livre est, c'est absolument magnifique. C'est exactement ce qu'on
doit faire avec chaque sujet gastronomique, alimentaire, food. Pour moi, c'est l'épitome d'un food study. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire dans les études sur l'alimentation, c'est de cerner le système autour de la chose pour qu'on puisse comprendre de quoi c'est fabriqué ou construit. Mais je pense qu'un autre effet de ton livre, c'est que ça montre comment la poutine, peut-être, incarne l'identité nationale québécoise. Parce que c'est un mélange très hétérogène de plusieurs choses, de fierté, de honte, d'humilité, d'extravagance, de banalité aussi et d'exceptionnalité. Et aussi évidemment des hauts et des bas, ou peut-être juste des bas culinaires. Mais les hauts aussi. On aime le fromage. On aime tout. Et tu touches toi-même sur ce mélange hétérogène de choses dans le sous-titre du livre. Culture et identité d'un pays incertain. Je pense que tu es plutôt certain maintenant après avoir lu le livre, mais... OK. Donc, moi, j'ai aussi dit en rigolant, mais en rigolant sérieusement, que mais pas si, quand ce livre sera traduit en anglais, que ça pourrait mettre fin aux deux solitudes qui séparent le Canada anglophone et le Québec francophone. Je suis certain, je l'ai dit ici aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu dis à propos de cette interprétation de ton livre un tout petit peu grandiose? Il le sait que je ne suis pas exactement d'accord. Mais je vais déplacer ta question pour la mettre sur un autre terrain. Mais, parce que s'il y a quelque chose qui a émergé au fil de la rédaction, c'était justement, je parle de poutine, je parle de cuisine, mais en réalité, de plus en plus, ça devenait quelque chose qui, je ne veux pas dire qui est politique, mais qui est vraiment foncièrement identitaire. Et dans toute la complexité de cette identité, à la fois liée à une tradition, mais qui la réinvente, qui a été longtemps dans la honte de cette tradition, mais qui maintenant veut la revendiquer, mais d'une manière qui n'est pas politique du tout. On se rassemble autour d'une table dans une forme de convivialité qui, en réalité, est dépolitisée, ne veut pas faire face aux enjeux collectifs. On a parfois dit que les Québécois sont en dehors de l'histoire. Moi, je n'irais peut-être pas aussi loin que de dire ça, sauf qu'il y a quelque chose dans l'élection d'un plat identitaire qui est un plat de fast-food et de nourriture de réconfort qui, pour moi, parle quand même d'un certain rapport à la sphère sociale. Tu parlais de tiers-lieux, il y a quelque chose comme ça. Alors, s'il y a un espoir que j'ai, ça serait qu'une lecture comme celle-là, où la poutine sert de loupe pour comprendre l'identité, elle aide à mieux comprendre ce que nous sommes, collectivement, mais nous, chacun dans notre appartenance à cette culture. Moi, en tout cas, c'est certain que ça m'a fait découvrir des modalités presque anthropologiques là, de mon appartenance à la culture québécoise. Et ça, je le souhaite à mes lecteurs, à mes lectrices, parce que je pense que surtout au moment où on est dans des débats sur la nature du vivre ensemble, l'inclusion pour les nouveaux arrivants, ou pas. Il y en a qui sont en train d'ériger des barrières qui donnent vraiment une mauvaise... Je trouve que ça fait de la peine pour moi de voir ça. Et je trouve que, d'une certaine façon, réfléchir à la culture que nous incarnons, mais dans toute sa complexité, peut peut-être permettre d'ouvrir davantage à des formes d'hospitalité. Puis la nourriture permet ça, justement. La nourriture, c'est l'identité concrète qu'on met en soi, qui nous transforme, et c'est la beauté de la chose. Hein? C'est pas abstrait, c'est pas des œuvres qui ne sont à la portée que de quelques-uns. Il y a vraiment quelque chose qu'on peut, au jour le jour, incarner et performer dans notre identité. Donc, c'est le destin que je souhaiterais, politiquement parlant, à mon livre. On va faire ça et on va voir, parce que tout change, tout bouge. Mais merci énormément d'avoir partagé tes pensées. Merci à vous. Moi, je serais heureuse de discuter avec vous, mais peut-être pas sous la forme de période de questions, parce que là, ça fait déjà comme... OK, mais moi, dites-moi votre avis, les éditeurs, là. On peut poser des questions. Ben là, je sais, Daniel. 5 minutes de questions. 5 minutes de questions. Parfait. OK. Je vais commencer. Tu m'étonnes. Parce que moi, mon souvenir, c'est d'avoir assisté à une soutenance de thèse là,
ce livre sur le repas, et le repas dans la littérature française du 19e, qui est devenu le Festin lu, un autre ouvrage magnifique. Et alors, passer du Festin lu à la poutine, qu'est-ce que ça, et avec le temps qui s'est écoulé, comment tu vis ça, cette expérience, dans le temps de s'intéresser à la cuisine française, comment dire, classique à cette poutine? Oui, ben je dirais non seulement s'intéresser à la cuisine française, mais s'intéresser à la littérature française et se mettre dans une situation, je vais le dire, hein, d'être presque décolonisé culturel. Je fais mon bac, ma maîtrise, mon doctorat en étudiant des grands auteurs français que j'adore et que j'ai adoré. Mais il y avait quelque chose de très normalisé à l'époque. Si on allait en littérature, c'est ce qu'on faisait. Je trouve que ça, c'est quand même quelque chose, et ça a changé maintenant beaucoup, et de plus en plus, les gens vont s'intéresser dans des contextes d'études littéraires à la littérature québécoise, mais aussi aux littératures du monde entier. Et donc, on était quand même dans une sorte de rapport de suggestion, jusqu'à un certain point, et de contrainte, parce que quand on est dans un rapport de suggestion comme ça, on n'est pas libre, puis notre parole aussi ne sera pas facilement reconnue. Je crois que ça, c'est une vérité. Alors, je me suis trouvée à ressentir cet inconfort-là au fil de ma carrière. Puis, une manière qui était, c'est existentiel, hein, nos objets de recherche, je pense que vous le savez, ça nous habite, puis c'est comme la chose qui nous passionne. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était de plus en plus loin de moi. Donc, me tourner vers le Québec a été une chose qui s'est faite naturellement. Et je dirais non seulement me tourner vers le Québec, mais aussi ouvrir la littérature à tout ce qui est aussi représentation sociale autour. Donc, la bande dessinée, les films, les séries télé, les livres de recettes, les us et coutumes qu'on met en place autour de la nourriture. Donc, tout ça, au fond, ça fait que mes objets ont changé, puis on change là-dedans aussi, mais je suis contente de ce parcours-là, parce que je trouve que là aussi, ça témoigne d'une nécessité de revaloriser puis donner toute la place qui lui revient à cette culture, en être fière. Hein? Voilà. Une autre question ici? Et bonsoir. Je peux me présenter, je suis Caroline Durand, je suis historienne et j'aime la poutine. Geneviève, j'étais vraiment heureuse, j'ai feuilleté le livre, puis j'ai vu que tu avais utilisé la chanson des Gays d'Église, La poule aux œufs d'or, que je trouve magnifique. Puis je voulais te demander comme ça, un peu à brûle pour point, dans toutes les représentations culturelles de la poutine que tu as visitées, lesquelles pour toi rendent le mieux l'essence du plat, puis montrent mieux ce qu'il a de beau, puis ce qu'il a d'agréable, puis ce qu'il peut signifier? Si on avait à en choisir peut-être quelques-unes. Ouh là là, OK. Il y en a une tout de suite qui me vient en tête. C'est une bande dessinée à laquelle je fais référence, La Poutine et la Pitoune, ou La Pitoune et la Poutine? La Pitoune et la Poutine. C'est hilarant, c'est merveilleux. C'est une bande dessinée qui raconte une sorte de quête originaire où Joe Monferrand, qui est toujours en proie à la gueule de bois, doit trouver un remède, puis on lui dit, bien, le remède, c'est la poutine. Et puis il va se lancer comme ça dans une quête qui va le mener dans le triangle de la patate frite, donc qui est la région où la poutine est née. Donc, pour moi, dans cette BD, il y avait tout sur le mode ludique, puis en même temps, on peut prendre ça puis montrer à quel point bien, ça rejoint des récits qui sont, eux, supposément historiques puis sérieux. Tout ça. Donc ça, je l'ai beaucoup aimé. Après, ben, j'aime beaucoup les chansons. Alors oui, les Hey Babies, Hommage en grains. Donc, on est dans le royaume du jeu de mots, hein, c'est certain. Je pense à rien d'autre à brûle pour point. Il aurait fallu qu'on prépare. Mais si ça me vient, je t'en ferai part. Mais bon, ceci pour dire que dans le livre, la littérature est très présente pour parler de la poutine, mais aussi pour parler de la cuisine québécoise dans son ensemble. J'ai essayé, parce que c'était ça, ça reste quand même mon centre là, au point de vue de ma pratique, comment la littérature parle de ces enjeux-là, mais comment la littérature souvent réussit à dire des choses que le discours social, le discours savant ne disent pas. Voilà, donc il y a une puissance symbolique que j'ai voulu essayer de faire valoir.
Une autre question? Une dernière Une question. dernière question. Et puis, si vous avez d'autres questions et vous voulez les poser, vous pouvez acheter le livre. Et pendant que c'est signé, tu vas poser la question. Bon, nos questions plus générales ou non? Probablement qu'on a On peut terminé. on peut Alors, passer à l'achat. ils ont été très, très patients. Je veux vous remercier d'être là. C'est un grand plaisir de voir tous ces visages connus. Ça a été long, hein, cette rédaction. Puis au fil des années, il y a un moment donné, j'en ai parlé. Il y en a qui en ont trop entendu parler, sans doute, de ce projet de livre. Finalement, il voit le jour, mais c'est merveilleux de vous voir tous là et de pouvoir partager avec vous le résultat. Donc, comme on dit au restaurant, bonne dégustation. Bravo.